Alors, on va donc maintenant parler du fœtus. Donc, on va voir comment se passent les échanges gazeux chez le fœtus et puis comment il s'adapte à la naissance. Donc, les objectifs, c'est connaître l'organisation des vascularisations maternelles et fœtales au niveau du placenta, et puis ensuite l'organisation cardiovasculaire et pulmonaire juste avant la naissance. Comprendre donc évidemment les échanges gazeux fœto-maternels, comprendre les modifications respiratoires à la naissance et comprendre leurs conséquences sur le système cardiovasculaire. Et donc le plan, évidemment, on va d'abord parler des échanges gazeux chez le fœtus, donc revoir la structure, la fonction placentaire, les mécanismes généraux des échanges fœto-maternels et puis en particulier ce qui se passe pour les échanges gazeux. Et puis la deuxième partie du cours, c'est l'adaptation cardio-respiratoire à la naissance. Donc on va revoir la structure de l'appareil cardiovasculaire et pulmonaire avant la naissance, voir ce qui se passe à la première respiration et ses conséquences sur l'appareil cardiovasculaire. Alors, vous vous souvenez, donc après la fécondation, on a le produit de fécondation qui va se nider généralement 5 jours après la fécondation. Donc il va y avoir une nidation au niveau du tissu utérin. Et au départ, en fait, c'est le trophoblaste qui va grignoter un peu le tissu utérin au cours de la nidation et de l'installation. Et finalement, donc c'est des lacs ici de sang maternel qui apparaissent dans le tissu trophoblastique qui vont permettre en fait la nutrition de ce produit de conception. Mais bien évidemment, au fur et à mesure que le produit de conception va augmenter de taille, il ne peut plus se nourrir, les nutriments et l'oxygène ne peuvent plus être apportés par ce système simplement de nutrition par diffusion simple à partir du sang maternel. Et donc il va y avoir une structure qui va se développer qui est dédiée à la nutrition et à l'oxygénation et aussi à l'élimination des déchets pour le fœtus, et cette structure, c'est le placenta. Donc ici, là, c'est au 3e trimestre, avec un fœtus tout développé, prêt à naître, et on a donc cette structure placentaire. Si on regarde en grossissement, on voit qu'il y a une structure en arbre, là, et on va regarder donc ce que c'est que quelle est la structure exactement. Ce placenta, en fait, il est actif, complètement fonctionnel à la fin du 1er trimestre, et donc il va assurer la nutrition du fœtus pendant les 2 trimestres suivants. En fait, on va en faire une description assez succincte et assez schématique, parce qu'en fait, le placenta, sa structure va évoluer tout au long de la grossesse, avec une structure particulièrement favorable à tous les échanges, évidemment pendant le 2e et une partie du 3e trimestre. Mais à la fin du 3e trimestre, il commence à s'altérer, les échanges se font, il y a un peu de fibrine qui va se créer, qui va se déposer, enfin il est un peu moins actif, et donc évidemment, au moment de la naissance, c'est bien que le fœtus naisse, le placenta est moins efficace. Alors, dans le placenta, en fait, la particularité du placenta, c'est que c'est une structure qui provient de deux organismes différents et qui a 2 parties. Une partie fœtale, donc la portion fœtale du placenta, puis une partie maternelle. Alors, la partie fœtale, en fait, elle, évidemment, on arrive au niveau du cordon ombilical. Au niveau du cordon ombilical, on va avoir des artères ombilicales et deux artères ombilicales. Les artères ombilicales, elles sont dessinées sur ce schéma en bleu pour bien montrer qu'elles vont transporter un sang appauvri en oxygène, donc un sang qui contient des déchets, qui vient du fœtus et qui contient des déchets et qui est appauvri en oxygène et qui est riche en CO2 et qui est acide. Donc les artères ombilicales, elles arrivent et en fait elles vont se ramifier dans des structures ici qu'on appelle des villosités choriales, où il va y avoir les vaisseaux vont se modifier et on va avoir des capillaires qui vont circuler dans ces villosités choriales. Et ces capillaires, comme toujours, c'est des structures d'échange. Donc c'est à cet endroit-là que vont se passer les échanges, à la fois en nutriments, mais aussi les échanges gazeux. Les capillaires ensuite se rejoignent pour former donc la veine ombilicale, qui ici est représentée en rouge parce qu'elle est enrichie en oxygène, il y a moins de CO2, et évidemment elle est riche en nutriments, le sang s'est débarrassé aussi des déchets, et le sang est moins acide. Donc ça c'est la portion fœtale du placenta. Et puis on a une portion maternelle du placenta,
Alors là, c'est une portion qui est vascularisée par l'artère utérine. Et puis, cette artère utérine va se ramifier pour donner des artères spiralées. Les artères spiralées, alors elles sont représentées ici en rouge. Donc c'est du sang riche en oxygène. C'est du sang qui vient donc de l'aorte et qui ensuite, par l'artère utérine, arrive au niveau de l'utérus et les artères spiralées au niveau du placenta. Elles arrivent ici et elles vont délivrer un assez fort débit, puisque c'est le débit du sang donc, qui vient de l'aorte. Donc un assez fort débit du sang donc riche en oxygène dans ces espaces qu'on appelle les espaces intervilleux, dans lesquels baignent les villosités choriales. Donc ici, il y a un sang qui arrive à chaque systole cardiaque maternelle, un sang qui arrive à fort débit et qui donc va se mélanger dans cet espace intervilleux. Et puis, il y a du sang qui est repris ici et qui va aller dans les veines utérines. Donc, c'est du sang qui est représenté en bleu puisque c'est du sang pauvre en oxygène et enrichi en CO2 et en déchets fétaux. Donc, si on reprend notre figure, il faut, premier point important, c'est qu'en situation normale, il n'y a pas de mélange des deux circulations. Vous voyez que les capillaires ici, fétaux, ils circulent dans des structures, on va voir tout à l'heure ce que c'est, mais ils sont dans du tissu. D'accord ? Donc en fait, on a la villosité choriale, on n'a pas les capillaires qui se baladent comme ça au milieu de l'espace intervilleux. Et donc on a une structure fétale, et puis qui baigne dans le sang maternel. Mais à aucun moment, il n'y a de mélange des circulations. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, bien sûr, comme toujours en médecine, il faut toujours être précautionneux. En fait, il peut y avoir des cellules fétales qui passent dans le sang maternel, ça sert d'ailleurs pour certains diagnostics, et de la même façon, il peut y avoir des cellules maternelles qui vont passer dans le sang fétal, mais c'était quelques cellules, d'accord ? Ce n'est pas un mélange des sangs. Et puis, comme je vous l'ai dit, à la fin du premier trimestre de grossesse, le placenta, il est bien formé, il assure les fonctions de nutrition, de respiration, d'excrétion. C'est aussi un organe endocrinien, il va synthétiser des hormones importantes. Et donc les fonctions placentaires, elles sont évolutives avec le stade de la grossesse. Donc nous, en fait, on va s'intéresser uniquement à la fonction de respiration. Donc si on reprend notre structure pour les villosités choriales, là, on parle souvent de barrière placentaire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière placentaire ? Là, en fait, on a une coupe qui est située au niveau donc, d'une chambre intervilleuse. Donc là, les espaces blancs, c'est là où circule le sang maternel. Et donc les petits points rouges qu'on voit, c'est des hématies maternelles. Et puis toutes ces structures-là, c'est les villosités choriales coupées donc transversalement. On voit que ces villosités choriales, elles sont constituées de quoi ? Eh bien, si on les regarde à plus fort grossissement, en fait, là, ici, tout ça, c'est des capillaires dans lesquels on devine des hématies fétales, cette fois-ci, qui sont entourées par du tissu donc, embryonnaire, c'est-à-dire à la fois du cytotrophoblaste ou du syncytotrophoblaste. Donc ici, on le voit à plus fort grossissement. Tout ça, là, c'est des capillaires entourés d'un endothélium. Là, on voit bien avec les hématies à l'intérieur, ici aussi. Et puis, tous ces capillaires, ils sont entourés, ils sont dans des structures qui contiennent donc du tissu syncytotrophoblastique, voire cytotrophoblastique, ça dépend à quel moment on se situe dans la grossesse. Mais en tout cas, c'est dans du tissu. Et ici, on a donc la chambre intervilleuse et du sang maternel. Alors, comment se passent les échanges ? Ça veut dire que on va avoir en fait nos gaz ou nos nutriments qui vont devoir passer ici, faire cette distance-là, d'accord ? Passer du sang maternel vers le sang fœtal ou du sang fœtal vers le sang maternel, et pareil pour toutes les structures ici endothéliales. Quels sont les types d'échanges ? Il y a la diffusion, donc ça c'est ce qu'on va voir pour l'O2 et le CO2, mais il y a d'autres structures, par exemple les stéroïdes, les nucléotides, ils passent aussi par diffusion sans transporteur. On peut avoir de la diffusion facilitée, ça va être le cas des sucres et de certains électrolytes. Ça veut dire qu'il va y avoir un transporteur qui va permettre de faire les échanges. Alors la diffusion, vous vous souvenez, c'est en fonction de la différence de concentration, c'est selon le gradient de concentration ou selon le gradient de pression. La diffusion facilitée, c'est aussi selon le gradient de concentration ou selon le gradient de pression, mais avec un transporteur. Et puis après, il y a un transport actif possible, notamment pour les acides aminés et pour quelques électrolytes aussi.
Et là, vous vous souvenez, transport actif, ça veut dire que le transport va se faire dans le sens inverse du gradient de concentration et que donc il faut de l'énergie pour ça. Donc c'est le cas des acides aminés. Voilà, donc nous maintenant, ça c'est les bases générales, maintenant on ne va plus parler que de l'oxygène et du CO2, surtout de l'oxygène, et on va voir comment se passent les échanges pour l'oxygène. C'est bon? Alors, si on regarde un petit peu mieux, donc on a ici à nouveau une villosité cordiale coupée transversalement, ici c'est un capillaire entouré de la cellule endothéliale, et puis donc avec du tissu fœtal. Donc on a ici notre oxygène, ou notre CO2, là ici par exemple sur ce schéma-là, ils ont cette distance-là à parcourir, ou bien cette distance-là, celui-là c'est exactement ça, pour aller donc entre le sang maternel et le sang fœtal. Alors, si on regarde les surfaces, si on additionne schématiquement et qu'on regarde les surfaces possibles, puisqu'on a vu la diffusion, vous le savez maintenant, c'est proportionnel notamment à la surface. Donc quelle est la surface d'échange quand on parle du placenta et donc des villosités choriales? Eh bien on a quelques mètres carrés. Si vous vous souvenez, les alvéoles, nous au niveau pulmonaire, on était à 50 ou 100 mètres carrés. Donc on a une surface d'échange qui est importante, mais qui est moins favorable que pour le tissu alvéolaire. Pour l'épaisseur, là on a une épaisseur qui est faible, c'est 3,5 microns à peu près en moyenne, mais c'est beaucoup plus important aussi qu'au niveau du tissu alvéolaire, où là on se situait plutôt à 0,5 microns. Donc on a une structure qui est relativement favorable aux échanges, mais beaucoup moins au niveau des échanges gazeux que le tissu alvéolaire, puisqu'il y a quand même une épaisseur qui est non négligeable, donc une distance à parcourir non négligeable. Et bien sûr, ça, vous vous rappelez, c'est la loi de Fick, elle dit que c'est l'inverse de l'épaisseur. Le transfert de gaz, il est proportionnel à l'inverse de l'épaisseur, donc en fait si l'épaisseur augmente c'est moins favorable. On voit aussi d'emblée que l'épaisseur elle est variable, d'accord, ici ça va être un petit peu plus favorable, là ça l'est moins. Donc, selon le vaisseau, on ne va pas, selon l'endroit du capillaire, l'endroit où est le capillaire dans la villosité choriale, les échanges ne vont pas être identiques. Et on peut d'emblée imaginer que certains capillaires qui sont très centraux vont peu participer aux échanges. Et ça, si vous vous souvenez de cours de lundi, on peut imaginer déjà qu'il va y avoir ce qu'on appelle un effet Shunt, c'est-à-dire que certains capillaires vont être moins bien positionnés et que du coup le sang qui passe dans ces capillaires, qui est du sang donc pauvre en oxygène, va moyennement participer aux échanges gazeux. D'accord ? Et que donc il y a une possibilité d'effet Shunt non négligeable. On sait qu'on a des échanges qui vont être conditionnés par les différences de pression, différences de concentration. Alors, les différences de concentration ou de pression, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que, on l'a vu aussi, on a dans le poumon, c'est conditionné par le rapport ventilation-perfusion. La différence ici, c'est qu'en fait, on est perfusion-perfusion. D'accord ? Donc il faut qu'on regarde quelle est la qualité de la perfusion au niveau de la villosité choriale, quelle est la qualité de la perfusion au niveau de la chambre intervilleuse. Alors pour la partie maternelle, on est dans un système où on a un volume relativement important de sang, puisqu'on a à peu près 250 millilitres, ce qui est important, et on a un renouvellement relativement lent. D'accord ? Il y a un débit qui arrive assez important dans l'artère utérine, mais le renouvellement, le sang, la quantité de sang apportée à chaque fois est relativement... donc la nouvelle quantité de sang apportée à chaque fois est relativement faible, et donc on a un renouvellement relativement lent, donc c'est à peu près 2,5 fois par minute, ce renouvellement sur les 250 millilitres. Et comme je vous l'ai dit, comme le sang arrive avec une pression assez élevée, le mélange est assuré. Donc dans la partie maternelle, on a un volume important, une quantité de sang qui reste à peu près avec des échanges avec une concentration relativement constante en nutriments ou une pression partielle en PO2 relativement constante et assez élevée. Pour les capillaires fœtaux, au contraire, on a un volume réduit. Si on regarde tout le volume de sang présent dans le placenta à une unité de temps, le volume est réduit, donc 45 millilitres, mais le renouvellement est très rapide, à peu près 8 fois par minute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sang arrive, il y a une petite quantité de sang fœtal qui arrive dans le placenta, les échanges vont avoir lieu très rapidement et il est très vite, dès que les échanges ont eu lieu et qu'il y a eu maximum de nutriments d'O2 qui est arrivé, le sang va repartir et un nouveau sang avec des échanges possibles va arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle un échange de type dialyse, c'est-à-dire qu'on a un maintien de différence de concentration maximale, puisque le sang maternel va avoir
une constitution qui va rester à peu près identique tout le temps, avec une PO2 relativement élevée et une concentration de nutriments relativement élevée, alors qu'au contraire, le sang fœtal va très vite circuler dès que les échanges ont eu lieu. Donc ça permet un maintien de différence de concentration maximale qui optimise évidemment les conditions d'échange passifs, donc des solutés ou des gaz. Alors, la particularité aussi, je le dis à la diapo prochaine, mais je peux le dire aussi là, la particularité aussi des échanges gazeux fœto-maternaux, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans des vascularisations régionales. Vous avez dit, le poumon, il reçoit tout le débit cardiaque droit. Là, c'est pas ça. L'utérus, il reçoit qu'une partie du sang, c'est une circulation régionale, hein, bien sûr, c'est qu'une partie du sang de la mère. Et le fœtus aussi, il ne va y avoir qu'une petite partie du sang qui va aller dans le cordon ombilical et placenta. On reverra ça peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors, donc, on a mis en place les choses. On voit on sait que les gaz vont circuler selon la loi de Fick, enfin par diffusion, donc suivant la loi de Fick, qu'il y a une assez importante surface d'échange, moindre que dans le poumon, mais une assez importante surface, que l'épaisseur n'est pas très élevée, mais que malgré tout, elle est plus élevée que dans le poumon. Et évidemment, on n'est pas avec des rapports ventilation-perfusion, mais perfusion-perfusion, mais on voit que le système est bien et a priori favorable à des échanges efficaces, donc au niveau pour les gaz et pour les nutriments aussi.